Entrez dans un pays de flammes et de cendres, où de drôles d'animaux côtoient des hommes étonnants. Nous sommes tout au sud du Japon, sur une terre des extrêmes. L'ascension du volcan dans le parc national d'Unzen est longue et difficile. Mais les prêtres shinto et les fidèles d'Unzenville n'ont pas le choix. Une fois par an, ils doivent gagner le sommet de la montagne où les attend l'autel consacré à leur déesse. La grande fête d'automne approche et la divinité est attendue dans la vallée. Les habitants comptent sur elle pour apaiser le volcan. Pour le prêtre Hirose, le sommet du volcan est l'emplacement idéal pour le reliquaire, malgré sa dangerosité. Toutes les montagnes sont sacrées, mais celle-ci l'est tout particulièrement, parce qu'elle abrite une déesse. Pourtant, un précédent autel est à jamais perdu. Enfoui sous des tonnes de roches et de lave des dernières grandes éruptions de l'Unzen depuis 20 ans. La collectivité a dû patienter longtemps avant de pouvoir en reconstruire un, car le parc national est soumis à une réglementation draconienne. La bureaucratie ne s'embarrasse pas de considérations divines. Un verre de saké et quelques poissons séchés viennent agréablement clôturer la petite cérémonie. Le saké est la boisson des dieux, mais nous offrons aussi de la nourriture. Nous partageons tout avec la déesse. En retour, la déesse voudra peut-être nous accorder aussi un peu de bonne fortune. Le shintoïsme est une religion propre au Japon. Son panthéon est illimité et tout objet peut servir au culte. Ici, il s'agit par exemple d'un bodhisattva, une statue bouddhiste, ce qui ne gêne aucunement les fidèles. La partie la plus délicate de l'expédition peut commencer. Manœuvrer la statue sans encombre jusqu'en ville. Porter la statue est une manière de rendre grâce à notre divinité. C'est un risque que nous prenons. Mais si nous venons à bout de cette difficile descente, nous nous attirerons sa bienveillance. Et peut-être même que la chance nous sourira. Il serait de très mauvais augure que la statue tombe au sol. Avec une altitude de près de 1500 mètres, le Ise Shinzan est le point culminant du massif du mont Unzen. Au pied du volcan, la ville de Shimabara compte un peu moins de 50 000 habitants. Il y a 200 ans, une éruption l'avait rayée de la carte. De 1991 à 1995, elle subit à nouveau les foudres de l'Unzen. Le 3 juin 1991, une énorme nuée ardente déferle sur la ville. La température de cette avalanche de lave et de gaz avoisine les 500 degrés Celsius. Shimabara a pu être évacué à temps. Mais 34 personnes, volcanologues, caméramens et pompiers, refusent de quitter la zone à risque. Tous périront. Kyushu est la plus méridionale des 4 îles principales du Japon. 3 volcans la dominent, l'Unzen, le Sakurajima et l'Aso. Le mont Aso, composé d'une quinzaine de cônes volcaniques, est situé dans une immense caldeira, une excavation naturelle de 20 km de diamètre. Autour des cônes, le relief est rude. Le mont Aso ne dort pas, il est seulement plus ou moins actif.
Depuis un jour, l'un de ces cônes, le Nakadake, montre des signes de grande activité. Les chercheurs de l'université de Kyoto qui observent le volcan 24 heures sur 24 sont en état d'alerte. La concentration de gaz à forte odeur de soufre, les fumerolles, a nettement augmenté et plusieurs petits séismes ont eu lieu. Tout semble annoncer une éruption prochaine. À l'aide d'une caméra thermique, les volcanologues vont déterminer si la température des gaz a elle aussi augmenté. Je ne peux pas prédire la date de la grande éruption, mais même les petites peuvent être dangereuses. Les touristes ont tendance à s'approcher du cratère, ce qui expose à des risques non négligeables. Actuellement, la part toxique des gaz est très importante et nous sommes donc obligés d'interdire l'accès à la zone. Les inhalations de gaz toxiques font régulièrement des victimes. Le cratère du Nakadake est la principale attraction du parc national, mais au moindre risque, la zone est fermée. Un lac bouillonnant s'est formé au fond. L'eau est très acide. Son pH est de 0,4. Il est fréquent que des volcans abritent des lacs acides. Les lèvres du cratère sont parsemées d'instruments de mesure. Il faut s'assurer que tout fonctionne, car une défaillance technique pourrait avoir des conséquences dramatiques. Surtout en ce moment. Une caméra de surveillance fait partie du dispositif grâce auquel on espère un jour être en mesure de prédire les éruptions. Un objectif longtemps considéré comme inaccessible. Notre travail scientifique consiste à évaluer la date de la prochaine éruption. Mais même si nous parvenons à l'anticiper, nous ne pourrons jamais l'empêcher. La nature aura toujours le dernier mot face à l'homme. J'ai été témoin des grandes éruptions de Lunzen qui ont commencé en 1991. Beaucoup de gens sont morts à l'époque. J'espère que mon travail permettra au moins d'empêcher que les volcans fassent d'autres victimes. À la fin de leur tournée, les deux volcanologues étudient les données enregistrées par la caméra thermique. La température des fumerolles n'est pas plus élevée que d'habitude, ce qui contredit l'hypothèse d'une éruption imminente. Mais on ne peut être sûr de rien. Le mont Aso aime jouer avec l'homme. De retour au mont Unzen, la déesse est arrivée sans encombre en ville. Même si la statue ne fait que remplacer celle détruite par le volcan il y a 20 ans, le prêtre ne doute pas un instant de la présence de la déesse. Un peu en arrière, c'est possible? À l'époque des grandes éruptions, les fidèles s'étaient tournés vers leur prêtre pour tenter d'apaiser le mont Unzen. Mais rien n'y avait fait. Le volcan s'était déchaîné pendant 5 ans. La vie est faite de catastrophes naturelles et de jours heureux. Les dieux ne font pas que donner, ils nous punissent aussi. Cela fait longtemps que je ne m'interroge plus sur leurs décisions. En cuisine, les femmes de la paroisse préparent le grand banquet. La réussite du repas, Makiko Hirose, l'épouse du prêtre, en fait son affaire. Tout le monde s'investit. L'ambiance est bonne. C'est très agréable. La réalité est plus complexe. Les autres femmes surveillent tous ses faits et gestes. La moindre erreur se répercutera sur son mari. Mais cela, pas question de le dire à voix haute.
C'est très difficile. On m'observe en permanence. Mon devoir est de contenter le conseil communautaire et les membres de l'association des femmes. Je ne peux pas me permettre le moindre faux pas. Pour couronner le tout, son époux fait irruption dans la cuisine à l'improviste. Merci à vous toutes. Tout va bien? Oui, très bien. Sourire et ne rien laisser paraître, au Japon, les épouses n'ont pas la vie facile. Après quelques heures de préparatifs, le repas cérémoniel est enfin prêt. Les femmes doivent aussi s'assurer que les verres des convives sont toujours remplis. J'avais peur que quelque chose aille de travers. Mais heureusement, tout s'est bien passé. Lunzen n'a plus projeté de cendres depuis 20 ans. Il n'empêche que tous les matins, les Jinakawa père et fils sortent pour scruter l'état du ciel. Il va faire beau. Il faudra beaucoup saler et ajouter de l'eau. D'accord. Pour préparer de bonnes nouilles somen, il ne faut rien laisser au hasard. Et celles de la famille Jinakawa sont connues pour être parmi les meilleures depuis 4 générations. De l'eau de source puisée sur les versants du mont Unzen et du blé de la région composent ces pâtes typiques du Japon. Toute la famille participe, même la mère du directeur âgée de 84 ans. Tous les matins, elle frotte la pâte à l'huile de lin. Les nouilles somen sont un mets de choix et leur élaboration exige beaucoup d'expérience. Monsieur le directeur considère que son fils en manque encore un peu. Il n'en fait que depuis 10 ans. C'est trop court pour être un vrai professionnel. Heureusement, son fils est patient. Je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais mon père ne me fait jamais de compliments. Il me critique tout le temps. Au Japon, le chemin de l'excellence est très ardu. Tout au long de la journée, la pâte est étirée et tournée. Le taux d'humidité est essentiel. Trop sèche, elle risque de casser. Quelques rares fois, le chef prend sa journée pour visiter la région avec son épouse et son petit-fils. Il tient à ce que celui-ci connaisse son pays, comme les sources chaudes par exemple. Les moines bouddhistes, premiers colons de la région au 8e siècle, les avaient surnommés l'enfer d'Unzen. Quand M. Jinakawa s'absente de son entreprise, il sait qu'il n'a pas à s'inquiéter. Il fait entièrement confiance à son fils, même s'il ne lui dira jamais. C'est vrai, je ne le félicite jamais. Quand je veux dire bien, je dis ça va. Venant de ma part, c'est un compliment. Je suis comme ça. Mon mari ne félicite personne, même pas moi. Les sources chaudes alimentent aussi les bains publics d'Unzenville. Monsieur Jinakawa y allait déjà avec son propre père. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Fabricant de nouilles somen. Grand-père est rassuré. Toute autre réponse lui aurait paru inconcevable. À 130 km au sud, le Sakurajima, l'île aux fleurs de cerisier en japonais, est à nouveau entré en phase d'activité. Les volcanologues craignent l'imminence d'une éruption potentiellement ravageuse.
La nuit tombe sur le Sakurajima et sonne le réveil pour le photographe Takehito Miyatake. La journée, il dort dans sa voiture pour rester à proximité du volcan. La nuit, il le photographie et le filme. Une fois par mois, il vient assouvir sa passion malgré les 10 heures de route. S'il lui arrive de vendre certains clichés, ce n'est pas son but premier. Takehito a le volcan dans la peau. C'est tellement excitant, c'est plus fort que moi. À chaque fois que je viens, je découvre un aspect inédit du volcan. C'est ce qui me pousse à continuer. Il va passer sa nuit derrière l'objectif, toujours debout, car le spectacle est bien trop captivant. Le son d'une explosion met 6 secondes pour arriver jusqu'à lui. Lorsqu'il l'entend, c'est qu'il est déjà trop tard pour appuyer sur le déclencheur. Regardez comme ces images sont belles. Le frottement des pierres et du sable provoque des charges électriques. Les éclairs créent une lumière bleue à travers laquelle on voit briller les pierres rouges. C'est une image très rare. Takehito peut être content de lui, mais il ne s'arrêtera pas pour autant. Et si la prochaine explosion était encore plus belle ? Le vent charrie les cendres du Sakurajima sur de longues distances. Même les macaques japonais de l'île de Koshima en souffrent parfois. Certains toussent, d'autres éternuent ou réagissent en développant un eczéma. Mais aujourd'hui, tout va bien, semble-t-il. Quand les chercheurs de l'université de Kyoto accostent sur l'île, les macaques savent qu'il va se passer quelque chose. En 1952, on a commencé à approvisionner les singes de l'île pour qu'ils s'habituent à la présence de l'homme. Nourrir des animaux sauvages est une méthode contestée, mais les données récoltées sont exceptionnelles. Comme il est normalement presque impossible de peser des animaux sauvages, nous pouvons vraiment étudier des aspects inédits. Grâce à ça, il est possible de suivre l'évolution du poids des animaux au cours de leur vie. Le programme de recherche s'est fixé un autre objectif: déterminer la taille de la zone nécessaire aux singes pour se nourrir sans entrer en conflit avec l'homme. Les chercheurs reconnaissent chaque animal à sa physionomie et peuvent donc savoir qui est déjà passé sur la balance ou non. En dessert, il y a des patates douces, un aliment qui a rendu les macaques de Koshima célèbres dans le monde entier. C'était en 1953. Après une distribution, les chercheurs observent une femelle tremper un tubercule sale dans l'eau et le laver. À la distribution suivante, d'autres ont adopté le même comportement. À travers cet exemple typique d'apprentissage par mimétisme, les singes démontraient qu'ils étaient aptes à la culture. Une capacité qu'on attribuait exclusivement à l'homme jusque-là. On ne peut pas tracer une frontière bien définie entre le singe et l'homme. Et en tout état de cause, elle serait vraiment mince. Plus nous en apprenons sur les singes, plus nous prenons conscience de nos similarités et de nos différences.
Le mont Unzen a fait des milliers de victimes au cours de sa longue histoire. L'ombre de sa menace permanente plane aussi sur la fête shintoïste qui bat son plein. Les fidèles sont nombreux à vouloir approcher la déesse de près avant qu'elle ne reparte vers les sommets. Ceux qui n'ont pas trouvé de place à l'intérieur du temple essaient d'attirer l'attention de la divinité par des dons d'argent. Un fidèle sans argent est un fidèle inutile pour les dieux. Et un fidèle inutile ne connaîtra pas la bonne fortune. Le prêtre Hirose est satisfait de voir autant de visiteurs venus prier la déesse du volcan. Le volcan représente une grande bénédiction pour nous, même s'il nous fait évidemment très peur. Mais la peur est secondaire. Ce qui compte, c'est tout ce que le volcan nous donne. À l'extérieur, on distribue des galettes de riz. Elles étaient destinées aux enfants, mais comme ceux-ci sont peu nombreux, toute l'assistance en profite. Plus bas dans la vallée, une nouvelle fournée de nouilles semaines, étirée et tournée, sèche depuis une journée. Comme le reste de la famille, l'épouse du directeur participe à la fabrication de ce produit haut de gamme, dont les 50 grammes peuvent se vendre jusqu'à 4 €. Le maître en personne se charge du découpage final. Le reste de la production est automatisé. L'œil paternel jauge une dernière fois la qualité du produit fini. Comment son fils de 38 ans s'en est-il sorti ? Ça va, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va à peu près. Même à la table de la famille Jinakawa, les mouilles semaines sont un mets rare. 3 générations vivent ici sous le même toit selon le modèle de vie traditionnel japonais. C'est une formule plus favorable aux anciens qu'aux jeunes générations. La belle-fille a généralement le rôle le plus ingrat et a rarement voix au chapitre. De plus en plus de femmes refusent de se soumettre à ce modèle. Monsieur Jinakawa a même été décoré par l'empereur, le Tenno, pour ses nouilles exceptionnelles. Une raison de plus pour continuer de se surpasser. Je suis le premier de ma branche à avoir été récompensé par l'empereur. C'est un honneur, mais une responsabilité aussi. Il est de mon devoir d'assurer que notre savoir-faire se transmettra à la génération suivante. Sur Kyushu, aucun volcan n'a autant altéré le paysage que l'Asso. Ce cône volcanique régulier est né il y a 3000 ans. Il est affectueusement surnommé la boulette de riz. Il y a 90 000 ans, lors de l'une de ses plus importantes phases éruptives, l'Asso a projeté d'immenses quantités de lave et de cendres dans les airs. Aujourd'hui, le dépôt de ces cendres forme une impressionnante couche de boue au fond de la mer d'Ariake. Cette boue volcanique très fertile abrite des légions de crabes. Le crabe fantôme du Japon est l'un des plus répandus. Il utilise ses pinces pour attirer les femelles et intimider ses rivaux. Les affrontements sont généralement liés à des questions de territoire. Ainsi, les entrées des terriers de ces deux crabes violonistes sont trop rapprochées. Ces crabes tirent leur nom du fait qu'ils semblent jouer du violon lorsqu'ils se nourrissent. Les poissons-grenouilles sont parfaitement adaptés à la vasière. Ces amphibiens peuvent vivre aussi bien dans l'eau que sur terre. La vasière est tellement riche en sources de nourriture que l'on s'y bouscule.
Les accrochages sont fréquents. Certains terriers descendent jusqu'à 1,80 m de profondeur et sont donc très prisés. Si les crabes sont parfois embêtants, les grues représentent un réel danger pour les poissons-grenouilles. Mais leur principal ennemi est ailleurs. Cet homme est un redoutable chasseur. Toute sa vie, il n'a eu qu'un objectif en tête. Et d'innombrables poissons-grenouilles y ont laissé leur vie. Je voulais être meilleur que les autres. Atteindre les poissons-grenouilles inaccessibles. À 67 ans, Michihiro Harada est le roi incontesté des pêcheurs de poissons-grenouilles. Lui seul est capable d'en capturer 600 en une seule journée. Les poissons-grenouilles sont malins et rapides. Ils distinguent immédiatement les bons des mauvais pêcheurs. Ils se déplacent différemment selon que j'ai une canne à pêche en main ou pas. Le climat de la vasière est lourd. Plus au large, des milliards d'insectes suceurs peuplent sa surface. La planche avance difficilement sur la boue et risque constamment de chavirer. Malgré ça, M. Harada s'éloigne à 2 km de la côte, là où se cachent les plus beaux spécimens de poissons-grenouilles, là où ses collègues moins persévérants abandonnent. Il faut s'approcher le plus discrètement possible, sinon on se fait remarquer. Je joue contre la nature et il n'est pas facile de la battre. Il va passer près de 4 heures sur sa planche. Pas question d'en descendre, il s'enfoncerait dans la boue jusqu'au ventre. L'hameçon glisse sur la boue et fauche d'un coup sec le poisson-grenouille. La technique utilisée par Harada est la même qu'il y a 300 ans, à l'époque où les shoguns régnaient encore sur le Japon. C'est le seul moyen pour capturer les poissons-grenouilles. Les journées peuvent être longues dans la vasière à l'ombre des volcans. La vasière n'a jamais le même aspect. C'est probablement dû aux cendres qui collent à la surface et qui se déplacent avec les marées. À moins de 60 km de là, dans le parc national du Mont Aso. Le cratère du Kuju fume en continu, mais le volcan semble éteint. Cette zone humide située sur un haut plateau est exceptionnelle. À l'automne, la vaste plaine herbeuse se pare de touches dorées. Mais cet écosystème avec ses innombrables fleurs est menacé. Les versants environnants sont densément boisés. La forêt s'étire indéfiniment et grignote la plaine. Il existe un moyen de protection, le feu. Une fois par an, des centaines de bénévoles se réunissent pour brûler l'herbe. Les flammes n'agissent qu'en surface, sans endommager les racines. Au printemps, toutes les surfaces brûlées seront à nouveau recouvertes d'une herbe bien verte. C'est le seul moyen de préserver ce paysage hors du commun.
Un peu plus loin, sur un versant du volcan, la récolte du riz a commencé. Les champs de Katsuhiro Tokimatsu sont de taille modeste. Avoir recours aux machines n'aurait aucun sens. Sa conception de l'agriculture est celle de l'ancien Japon. Pas d'engrais artificiels et des insecticides exclusivement biologiques. Des principes qu'il transmet volontiers à ses ouvriers. Pour M. Tokimatsu, les racines de la terre ne sont pas une expression creuse. Actuellement, le sol est très dur. Mais au printemps, quand il est boueux et que mes pieds s'enfoncent dans la terre, je me dis que je dois ressentir les mêmes sensations que mon père, il y a 30 ans, ou mon grand-père, il y a 60 ans. La terre maintient les liens avec les ancêtres. Dans l'après-midi, du riz récolté 3 jours plus tôt est mis à sécher dans un autre champ. Dans 8 jours, les balles seront séparées des grains. La récolte traditionnelle du riz est une entreprise pénible, mais l'agriculteur refuse de s'en écarter. Par rapport à avant, nos conditions de vie sont paradisiaques. Mais il y a quand même beaucoup de suicides. Les gens ont fait des études, mais ne vont pas forcément bien pour autant. La solitude et les dépressions gagnent du terrain. Je crois que nous nous sommes trop éloignés des choses fondamentales. Nous avons perdu le lien avec la terre. Exceptionnellement, la journée se termine plus tôt. Ce soir, le village célèbre la fête de la récolte du riz et il faut se changer. Pendant ce temps-là, Madame Tokimatsu prépare des boulettes de riz pour la fête. Pour des raisons de qualité et de coût, elle préfère cuisiner au feu de bois plutôt qu'au cuiseur électrique. Avec un cuiseur, il me suffit d'appuyer sur un bouton. Alors qu'avec le feu, je dois créer une relation. En plus, les flammes ont un effet apaisant et salvateur sur moi. Les boulettes de riz sont destinées aux danseurs qui danseront ce soir au sanctuaire shintoïste. Monsieur Tokimatsu est l'un d'entre eux. Les habits de cérémonie sont blancs, la couleur de la pureté. La célébration de la récolte du riz est la plus importante fête du village. C'est une tradition très ancienne. Au printemps, nous prions les dieux pour que la récolte soit bonne. Et à l'automne, nous les remercions pour avoir exaucé nos prières. À la campagne, nous vivons avec les dieux. Il faut se dépêcher, les festivités vont commencer. Les danses et la musique font partie d'un rituel shintoïste ancestral, le kagura. Un mauvais esprit tente d'attirer les enfants vers lui, mais ceux-ci ne se laissent évidemment pas faire. Les kaguras sont censés apaiser les dieux. Monsieur Tokimatsu doit prendre des forces, car il va incarner plusieurs rôles. La rencontre avec les divinités met tout le village en ébullition. C'est un jour merveilleux. C'est vrai. Il fait beau, la récolte est superbe. Que demander de plus? Monsieur Tokimatsu porte ce soir une lourde responsabilité. Il aura pour mission de libérer la déesse du soleil retenue prisonnière derrière un rocher. À la campagne, beaucoup de parents sont convaincus qu'une danse avec un dieu porte bonheur aux enfants. Une tradition pas toujours très appréciée des petits, bien que celui-ci la prenne avec sérénité. La déesse du soleil est enfin libérée. Et Monsieur Tokimatsu peut espérer une bonne récolte pour l'année à venir. De retour à la mer d'Ariake, qui doit ses eaux poissonneuses aux cendres des volcans.
L'amplitude des marées peut atteindre 6 mètres. À marée basse, la mer dévoile à perte de vue ses riches fonds boueux. L'heure des poissons grenouilles a sonné, et donc aussi celle de leur bourreau, Monsieur Harada. Pour les écoliers de la région, la marée basse est l'occasion de s'essayer à leur tour aux techniques de glisse ancestrale. La course de relais permet de se rendre compte de la difficulté de l'exercice. Si certains prennent vite le pli, d'autres ont nettement plus de mal. Pendant ce temps-là, Madame Harada prépare la prise de la veille. Les poissons ont trempé dans l'eau claire pendant 24 heures pour être débarrassés de la boue. Les mains de Madame Harada en ont vu passer des poissons grenouilles. Ils sont tellement mignons. Je leur demande pardon. Je leur explique que je suis désolée que mon mari les ait capturés et que je n'ai pas le choix. Le poisson grenouille est un mets recherché. Pour une brochette de 10, Kinuyo Harada demande 1000 yens, environ 8 €. Depuis 40 ans, elle fait griller ses poissons et aucun autre. N'est-ce pas un peu monotone à la longue? Non. Il se trouve que mon mari ne pêche que des poissons grenouilles, uniquement. Et moi, je suis fière de les préparer. Madame Harada ne chôme pas et son mari encore moins. Il a près de 70 ans. Le travail est pénible, mais de là à prendre sa retraite... Je connais les poissons grenouilles par cœur et je sais évaluer leur comportement. Encore aujourd'hui, quand j'en repère un beau, il faut que je le capture. À une époque, il avait songé à abandonner. Mais maintenant qu'il est reconnu comme étant le maître incontesté en la matière, il n'en est plus du tout question. La marée remonte. Vite, une partie de tir à la corde avant que la mer interrompe les jeux. C'est fini pour aujourd'hui. Reste à se débarrasser de toute cette boue volcanique qui colle à la peau. Pour cela, une seule solution, tout le monde est copieusement arrosé. À 150 km au sud, le Sakurajima ne s'est toujours pas apaisé. Le volcan continue de projeter en l'air des cendres et même des bouts de roche avec la même force. Takehito le mitraille maintenant depuis plusieurs jours et sa vigilance pleine d'enthousiasme n'a pas baissé d'un cran. Ce matin, il y a eu une grande éruption et j'ai pu faire quelques jolis films. Maintenant, la vue est très mauvaise. Les nuages de cendres recouvrent la montagne. Le photographe sauvegarde immédiatement les clichés dont il est satisfait.
Ceux-ci comptent parmi ses meilleurs. Ce qui me plaît ici, c'est qu'on voit cette grande pierre d'environ 1,50 m qui est éjectée du nuage. C'est passionnant. Le volcan Sakurajima a envoûté le photographe. C'est comme une maîtresse qui habite très loin. Je ne peux pas toujours être auprès d'elle, mais j'ai besoin de voir jaillir ces flammes. À chaque fois, il repart le cœur serré. Mais il sait qu'il sera de retour dans un mois. Au mont Unzen, à 100 km au nord, il pleut maintenant depuis des heures. Le prêtre Hirose explique que c'est fréquent lorsqu'il est l'heure de ramener la déesse vers le sommet du volcan. Elle n'aime pas quitter les humains. Mais la fête est terminée et le prêtre a hâte d'être dégagé de cette lourde responsabilité. Les dieux ne font pas partie du monde des humains. Leur place est sur les montagnes, les volcans, là où leur puissance est immédiatement perceptible. Jamais l'homme ne pourra maîtriser ces puissants volcans. Nous survivons grâce à leur miséricorde. C'est pour cela que nous devons rester humbles vis-à-vis de la nature et de ses manifestations.